Bonjour, je me présente, Frédéric Reich-Rigon de France Nature Environnement, Auvergne-Rhône-Alpes. Le pacte du pouvoir de vivre Auvergne-Rhône-Alpes vous souhaite donc la bienvenue à ce débat organisé à l'occasion des élections régionales. Nous allons commencer par une courte introduction de Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Puis, après un rappel des règles de fonctionnement, nous entrerons dans le débat suivant 3 thèmes de compétences régionales. Nous avons invité à ce débat les responsables des principales listes candidates. Nous n'avons pas invité le Rassemblement national avec qui nous estimons avoir trop de points de désaccord, ni les listes minoritaires pour des contraintes de format et de durée du débat. Sont présents donc pour ce débat et nous les en remercions. Tout d'abord, Madame Cécile, alors pourquoi tout d'abord? Parce que ordre alphabétique, hein, donc voilà. Madame Cécile Kuckerman pour la liste Ensemble pour notre région, qui elle sera présente en visio. Ensuite, Madame Célia Delavergne qui représente Monsieur Bruno Bonnel pour la liste Oralpes, la majorité présidentielle. Madame Najat Vallaud-Belkacem pour la liste L'Alternative en Auvergne-Rhône-Alpes et Monsieur Grégoire Verrière qui représente Madame Fabienne Grébert pour la liste L'écologie, c'est possible. La liste de Monsieur Wauquiez, la région avec toutes ses forces, n'a pas répondu favorablement à notre invitation, ce que nous regrettons évidemment. La parole est donc à Monsieur Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Bravo d'abord au pacte du pouvoir de vivre Aura pour l'organisation de ce débat. Donc, je suis Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, et donc on m'a demandé de présenter en quelques mots rapidement le pacte du pouvoir de vivre, voilà, auquel je participe activement avec beaucoup d'autres organisations, notamment dans le comité de coordination. Alors, en quelques mots, le pacte du pouvoir de vivre est né en mars 2019. Notre pays était au cœur d'un mouvement social majeur qui était porté par les Gilets jaunes, et puis on était au début du grand débat national. Et on s'est réunis avec 19 organisations issues de la société civile, des syndicats, associations, fondations, mutuelles, des têtes de réseau, qui agissent au quotidien sur les questions écologiques, du travail, de la lutte contre la pauvreté, de la jeunesse, de l'aide aux migrants. Et puis on a décidé d'unir nos forces pour contribuer à faire avancer le débat public et faire évoluer les choix des décideurs publics. Alors c'était quoi notre constat à ce moment-là? Qu'on était confronté à des crises avec des multiples visages. Il y a des urgences sociales marquées par le creusement des inégalités, la pauvreté qui repartait à la hausse, des urgences écologiques autour des enjeux liés au climat, à la biodiversité, des défis démocratiques aussi dans un contexte qui est marqué par une crise de la représentation, une défiance à l'égard du politique, et puis une tentation accrue du repli sur soi, du rejet de l'autre, comme la crise de l'accueil des exilés, par exemple, en témoigne. Mais on se disait, on ne peut pas se résoudre au pire, il nous était impossible seulement de nous indigner, et donc nous avons voulu contribuer à proposer des portes de sortie face à ces crises multiples, à ces inquiétudes, à ces colères aussi qui s'amplifient et qui parfois se superposent. Porter des propositions aussi pour sortir des impasses dans lesquelles certains voudraient parfois nous enfermer, par exemple sur le repli identitaire. Alors depuis, le pacte est passé de 19 organisations à 65 organisations et plus de 37 groupes locaux ont été créés, dont celui d'Aura qui nous rassemble ce soir. Notre idée, c'est de montrer la nécessité de sortir du cloisonnement, en particulier sur les questions sociales et les questions écologiques. C'était aussi d'intégrer le temps long, pas renoncer à la complexité pour traiter les problèmes qui sont posés, puis sortir des politiques à la petite semaine, qui sont souvent guidées par des considérations budgétaires de courte échéance, mais pas forcément efficientes sur le court, moyen, long terme. Notre volonté aussi, c'était de partager le pouvoir, faire qu'on partage davantage le pouvoir pour que chacun puisse prendre sa part dans la transformation de nos vies, de notre quotidien. Alors, je parle ici du partage du pouvoir en référence au gouvernement avec qui nous avons des échanges, mais aussi aux élus locaux ou encore aux entreprises. Notre idée, c'est aussi d'établir un rapport de force, un nouveau rapport de force pour peser dans les choix politiques
qui vont venir, en montrant qu'il n'y a pas de fatalité, parce que nous, on est convaincus, nos 65 organisations, qu'on peut, mais aussi qu'on doit faire autrement. En même temps, il ne suffisait pas de dire les choses pour qu'elles se fassent, on le constate tous les jours, à grand regret, depuis de nombreuses années. Donc, dans un premier temps, on a formulé 66 propositions. On les a ensuite présentées en 10 déclinaisons locales dans le cadre des élections municipales. On a aussi organisé un tour de France pour aller au-devant des militants, des bénévoles, des salariés, des citoyens. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, nous déclinons ces propositions aussi dans le cadre des élections régionales et départementales qui nous réunissent ce soir. Alors, globalement, force est de constater que depuis qu'on a lancé le pacte il y a 2 ans, des crises se sont amplifiées et il est selon nous impératif de se projeter davantage, d'envisager des solutions nouvelles, ambitieuses, positives, pour ne pas reproduire à l'identique des schémas de société, des modèles de développement qui sont, de notre point de vue, dépassés et parfois même nocifs. Donc, on a pris la décision, avec le pacte, de s'engager dans un vaste chantier d'actualisation du projet social, écologique, démocratique que l'on porte auprès des décideurs publics et plus largement auprès de l'ensemble de la société. Donc, on mène ce travail actuellement, on sera prêt à l'automne prochain, puis on va s'engager à notre juste place dans le débat autour de l'élection présidentielle et des législatives qui vont lui succéder, sachant qu'on veut peser au-delà de 2022 aussi, parce qu'on considère que le débat démocratique, ce n'est pas seulement le moment des élections en tant que tel, mais c'est aussi une affaire du quotidien. Alors pour conclure, et pour qu'on puisse lancer cet échange pendant 2 heures aujourd'hui autour des régionales en aura, c'est vous dire qu'on sait que le chemin est difficile, mais vous dire aussi qu'on est porté par une très très forte motivation, une très grande ambition, et on espère profondément que ça permettra de contribuer à faire sortir des risques majeurs, des ornières dans lesquelles on est embourbé aujourd'hui depuis de longues années. Donc il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'ambition. Et voilà, je vais participer à vos travaux et peut-être participer à la conclusion. Donc bons travaux à vous et bonne session. Bonjour. Alain Lison, je suis d'ATD Carmonde et je vais simplement présenter le mode de déroulement du débat, quelques règles. Donc, il se déroule en distanciel pour l'ensemble du public. Pour info, on a plus de 100 personnes déjà qui sont connectées, donc ce qui satisfait, bien sûr. Nous avons pu réunir donc quelques personnes en présentiel avec la mise en place, bien sûr, des règles sanitaires en vigueur. On fait très attention. Il sera enregistré et mis à disposition suivant des modalités qui vous seront données plus tard. Voilà. Alors, il va donc se dérouler suivant 3 thèmes de compétences régionales. Donc, sur ces 3 thèmes, donc, il y a l'aménagement et le développement des territoires et la mobilité, la formation professionnelle, le développement économique et l'innovation, et la jeunesse, l'éducation et l'orientation. Donc, on va faire 3 tables, ces séries de questions. Donc, sur chacun de ces thèmes, donc, il y aura d'abord une petite introduction du pacte. Les questions seront ensuite posées aux candidats qui interviendront dans l'ordre d'un tirage au sort qui a été réalisé en amont du débat pour le premier thème. Ensuite, il y a une rotation qui se fait pour que chacun parle à son tour, en gardant le même ordre, mais avec une rotation. Pour info, d'ailleurs, le tirage au sort a correspondu à l'ordre alphabétique. Mais n'y voyez aucune. J'ai l'habitude. On l'a fait constater par huissier. Voilà. Donc, chaque candidat disposera de 4 minutes pour répondre aux questions. Les prises de parole seront donc mesurées et équilibrées entre les candidats. On a un système de mesure de. On a ouvert un chat pour que quelques questions qui concernent l'ensemble des candidats puissent être posées via des modérateurs. Alors, on demande aux personnes qui sont connectées de poser leurs questions assez tôt pour qu'on puisse les traiter. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions dès le début de chaque thématique. Et dans vos réponses, on invite donc les candidats à mettre en évidence leurs objectifs et engagements sur les 3 axes transversaux qui fondent le pacte du pouvoir de vivre, à savoir la justice sociale, la justice environnementale et le pacte démocratique. Ces 3 axes sont très importants pour nous. Donc, je donne maintenant la parole à Olivier Noirot-Cosson d'Oxfam et Bernard Lagage du Pacte Civique pour présenter le premier thème, donc sur les aménagements, développement des territoires et la mobilité.
Donc, je suis donc Olivier de Rocosson du groupe lyonnais de Oxfam France et je vais faire l'introduction du premier thème, aménagement et développement des territoires et mobilité. La région Auvergne-Rhône-Alpes possède des territoires très variés, métropoles, villes moyennes et zones rurales, mais aussi des zones de montagne et des parcs naturels régionaux. Les inégalités sont aujourd'hui très marquées entre les habitants des grandes villes et ceux qui, souvent faute de moyens, vivent en périurbain ou dans les espaces ruraux, compte tenu notamment du prix de l'immobilier dans les grandes villes. L'emploi est inégalement réparti, étant principalement dans les métropoles, et les trajets domicile-travail tendent à s'allonger. Les espaces du quotidien sont de plus en plus nombreux et spécialisés, domicile, travail, loisirs, d'où la nécessité pour les habitants d'être de plus en plus mobiles et d'avoir des alternatives à la voiture individuelle. Par ailleurs, la transition vers un aménagement du territoire et des mobilités plus respectueux de l'environnement devient une priorité pour de nombreux habitants. Ainsi, la politique régionale en matière d'aménagement, de développement des territoires et de transport peut et doit devenir un levier à la fois de justice sociale et de transition écologique. La région a un rôle important à jouer dans ce domaine en développant de nouvelles politiques publiques et en y associant les territoires et leurs habitants. Je laisse la parole à Bernard pour les questions. Donc voici les questions de la table ronde numéro 1. Quels sont vos objectifs en matière d'aménagement du territoire régional? Faut-il inciter au développement des métropoles ou au contraire promouvoir le développement des agglomérations ou des villes moyennes ou plus petites ou des zones rurales? Deuxième question, quels sont vos projets pour améliorer les transports en commun dans la région? Que proposez-vous comme schéma de transport ferroviaire pour la région Auvergne-Rhône-Alpes? Quelles liaisons prioritaires? Quel devenir pour les petites lignes? Quelle tarification pour les usagers, notamment pour les plus modestes? Troisième question, sur ces deux sujets, quel type de concertation envisagez-vous avec la société civile, notamment les usagers des TER ou les associations? Alors, je rappelle l'ordre de passage en fait, des intervenants. En premier, donc, Cécile Kuckerman, donc en visio. En 2, Célia de Lavergne. En 3, Najat Vallaud-Belkacem. Et en 4, Grégoire Verrière, chacun pour 4 minutes. J'attaque. Bien, merci en tout cas de l'invitation et de nous inviter à débattre, bien évidemment, sur ces questions, sur l'aménagement du territoire. Et si vous pouvez m'autoriser peut-être à recentrer, ce n'est pas qu'une question de mobilité, mais bien évidemment, aménager un territoire, c'est poser la question de comment vivre, comment travailler, comment accéder à la pratique culturelle, à la pratique sportive et bien évidemment à la possibilité de pouvoir se déplacer. Pour répondre à vos différentes questions, je crois que le premier objectif est de respecter les choix de vie des Auvergnats et des Rhône-Alpins dans les différents territoires où ils habitent aujourd'hui, vous l'avez dit, dans des territoires parfois très divers, mais dans lesquels il est de l'enjeu des politiques régionales, mais pas seulement, de garantir l'égalité sociale, l'égalité territoriale, si chère à notre devise républicaine. Et dire cela, bien évidemment, c'est aussi affirmer que l'hypermétropolisation que nous avons connue, notamment ces dernières années, à travers y compris un certain nombre de volontés législatives, a amené finalement à vider des territoires, a amené à renforcer la compétitivité des territoires entre eux et finalement à fragiliser, et ce dans tous les territoires, les populations les plus fragiles. C'est vrai parfois même au centre des plus grandes villes, c'est vrai bien évidemment dans les quartiers populaires, c'est également vrai en zone rurale, avec là aussi des problématiques de pauvreté qui se développent. Et donc nous avons besoin non pas d'une construction, d'un aménagement du territoire autour
de 4 grandes métropoles, comme certains voudraient l'imposer avec une vision très parisienne d'ailleurs de l'aménagement du territoire, mais au contraire de partir de ces différentes réalités. On ne vit pas à Mauriac dans le Cantal, comme dans les Baronnies dans la Drôme, ou au bord du lac d'Annecy en Haute-Savoie. Et pour autant, dans le respect de ces différences, et je crois qu'il faut savoir partir de ces différences qui sont une richesse, qui ne doivent donc pas être opposées les unes aux autres, mais bien au contraire de ces différences, créer du commun et assurer à chacune et chacun, à travers un aménagement du territoire, les besoins indispensables. Nous reviendrons sur la question du développement économique, de la formation et de la jeunesse, mais ce qui nécessite bien évidemment une présence des services publics, et même si tous ne sont pas de la compétence de la région, et certains sont du rôle de l'État, une collectivité comme la 2e région de France peut bien évidemment interpeller, agir, remonter les différentes mobilisations pour pouvoir assurer cette présence dans l'accès aux soins, et je crois que nous l'avons vu plus particulièrement ces derniers mois, dans l'accès à la mobilité, avec là encore des lignes ferroviaires à renforcer de partout dans notre région. Il n'y a pas de petites et grandes lignes, il y a des lignes qui permettent à chacune et à chacun de se déplacer, en ayant toujours en tête que 80% de nos déplacements TER sont aujourd'hui réalisés pour pouvoir aller travailler et pour pouvoir se former. Et bien évidemment, cela doit rester dans le cadre d'un service public parce que la concurrence annoncée, notamment dans le trafic des voyageurs, peut nous amener au pire en matière d'accès au droit à la mobilité. Vous avez fait écho au mouvement des Gilets jaunes en tout début d'introduction. Je crois qu'un des enseignements de ces mobilisations citoyennes était justement celui qu'il n'y ait pas d'oubliés dans la capacité à pouvoir se mobiliser et se déplacer. Je conclurai sur un point sur la concertation, bien évidemment. Un schéma d'aménagement du territoire, soit on le fait avec quelques grands élus dans tous les départements, soit au contraire, on construit en partant des réalités vécues, en associant les citoyens, en associant les réseaux associatifs, pour, comme je le disais, partir de réalités différentes et créer du commun à travers les politiques publiques régionales. Je vous remercie. La parole est à Célia de Lavergne. Merci à mon tour de vous remercier pour l'invitation à ce débat et dire l'importance que nous accordons au pacte du pouvoir de vivre collectivement dans l'équipe que je représente aujourd'hui, qui est l'équipe de la liste Oralp. Vous dire que l'enjeu de l'aménagement du territoire, il passe d'abord par évidemment les transports et la mobilité qui sont une compétence majeure de la région et que notre objectif premier sera en quelque sorte d'unifier, de réunifier au fond ce qui était Auvergne d'un côté, Rhône-Alpes de l'autre, et de donner une cohésion territoriale, une marque d'ensemble de territoire de l'ensemble de la région. Cette marque, elle passe d'abord par un axe structurant qui est le Lyon-Clermont, sur lequel on souhaiterait que d'ici la fin du mandat, en 1h30, on puisse rejoindre ces 2 centres névralgiques de nos 2 anciennes régions, sans pour autant oublier des axes essentiels comme le Valence-Grenoble, Lyon-Grenoble, des axes majeurs qui sont très empruntés et qui font à la fois le quotidien des Oralpines et des Oralpins, mais aussi l'enjeu économique de développement de notre région. Sans oublier bien sûr les RER métropolitains, compte tenu du nombre d'usagers, que ce soit la métropole de Lyon, la métropole de Grenoble, sur lesquels nous aurons une attention particulière, et puis les petites lignes qui irriguent nos territoires venant de la Drôme. Je sais l'importance de la ligne de la vallée de la Drôme, qui aujourd'hui n'est pas une ligne pour une ligne, mais une ligne pour un projet de territoire qui irrigue dans les vallées et qui permet à la fois du déplacement, mais aussi du lien social et de la cohésion. En termes de mobilité, nous sommes très attachés à l'intermodalité qui, au fond, fait partie de notre quotidien aujourd'hui et à des lieux qui seront nos gares, par exemple, dans lesquels on pourra retrouver aussi bien des lieux de vie et non plus des lieux de passage, mais aussi des lieux où on facilitera l'accès au vélo et à l'intermodalité. Au-delà du transport en tant que tel et des mobilités, l'aménagement du territoire, après sans doute effectivement des années d'hypermétropolisation, sans perdre de vue le fait que les métropoles sont parfois des locomotives économiques qui doivent continuer à nous embarquer parce qu'elles permettent à d'autres territoires aujourd'hui d'apporter des services et des emplois supplémentaires. Nous miserons sur les villes moyennes, à la fois en amplifiant
le programme Action Cœur de Ville et Petites Villes demain en finançant ces actions de redynamisation des centres-villes, de création d'emplois et de valeur, de rénovation de logements dans nos villes moyennes et dans nos centres-bourgs, dans la ruralité, qui exercent un rôle fondamental pour nos secteurs. Et enfin, dans la ruralité, accompagner le maintien, voire le redéveloppement des services publics. Je pense aux maisons de santé aujourd'hui, puisque la désertification médicale, qui d'ailleurs n'existe pas que à la campagne, mais aussi parfois dans nos villes, doubler le nombre de maisons de santé, mettre en place des bus mobiles pour des offres de soins améliorées pour nos citoyens. Ce sont des gages d'aménagement du territoire, de maintenir des populations en ruralité et de faire un équilibre dans ce continuum ruralité, ville moyenne, métropole. Un mot pour conclure peut-être sur la concertation, qui est un élément fondamental. Pour celles et ceux qui me connaissent, ils sont peut-être peu nombreux, mais on a pour habitude, et c'est pareil dans notre équipe, de travailler avec des cafés citoyens, des ateliers législatifs. Je suis députée, je travaille sur des ateliers législatifs au quotidien avec les citoyens. C'est exactement la même méthode que nous voulons mettre en place dans la liste orale, associer d'une part les associations professionnelles qui ont l'expertise, mais aussi les citoyens qui ont l'expertise d'usage, et c'est essentiel pour réussir ensemble les transformations de notre région. Oui, la parole est à Najat Vallaud-Belkacem. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir et vraiment bravo au pacte du pouvoir de vivre parce que j'ai suivi cette expérience depuis le début et c'est quand même assez extraordinaire ce que vous avez réussi à faire. Donc, j'en viens à vos interrogations. Moi, je commencerai par une note peut-être un peu positive ou optimiste en vous disant que finalement, bien sûr qu'on n'a pas du tout la même expérience de vie dans cette région en fonction qu'on vive en zone rurale ou en zone urbaine hyper métropolitaine. Mais il y a quand même une chose qui s'est passée depuis 1 an et demi, c'est la crise du Covid-19, c'est le confinement et c'est finalement un bouleversement des modes de vie pour beaucoup de nos concitoyens qui se sont mis à aspirer à aller vivre ailleurs, à télétravailler d'ailleurs, etc. Et je pense que en termes de perception, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas conscience justement de l'inégal accès aux services publics lorsqu'on vit en zone rurale et qui maintenant en ont clairement conscience. Potentiellement, ça peut être un levier sur lequel appuyer pour faire progresser des politiques publiques dont on a évidemment besoin. Alors, pour aller vite, oui, évidemment, plus d'un tiers de la population de cette région vit en zone rurale et donc dans des zones dans lesquelles les services publics disparaissent de plus en plus. La priorité pour la région qui est en charge de l'aménagement du territoire, et merci de commencer par un sujet qui est central dans les compétences de la région, c'est de venir pallier toutes ces difficultés. Concrètement, par exemple, ce qui a été fait ces 6 dernières années, qui consistait à donner beaucoup plus de moyens, de subsides, de subventions à un département, en l'occurrence celui de la Haute-Loire, au détriment des autres, est un problème et c'est contre cela qu'il faut lutter. Il faut remettre de l'équité dans les moyens qu'on se donne pour cet aménagement territorial. Alors, si on en prend quelques exemples qui se trouvent dans notre programme L'Alternative, pour remettre de la justice sociale et de l'équité, santé, vous l'avez évoqué, eh bien, santé, on a besoin de soignants. Notre engagement, c'est de mettre un soignant à 15 minutes de chaque habitant d'Auvergne-Rhône-Alpes. Comment est-ce qu'on le fait ? On finance des centres de santé, il en existe quelques-uns, mais le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur les soignants à mettre dans ces centres de santé. Nous, on financera 200 centres de santé à l'échelle de la région et on recrutera et salariera directement 1000 soignants, médecins et infirmiers à mettre dans ces centres. Quand je dis qu'on les salariera, c'est aussi qu'on prendra en compte les problématiques de logement, les problématiques de transport, les problématiques de garde d'enfants pour rendre ces postes attractifs et que nous ayons ces soignants. Deuxième exemple qui n'a pas été évoqué, mais enfin ça fait partie de l'aménagement du territoire, l'éducation. On est dans une région dans laquelle la démographie lycéenne est en augmentation. D'ici 2030, on sait qu'on va avoir 8% de plus de lycéens. Donc concrètement, pourquoi on n'a pas inauguré de nouveaux lycées ces 6 dernières années? C'est une question qui reste sans réponse. Nous allons en construire 4 nouveaux de lycées. Nous allons rénover 38 lycées et nous allons évidemment investir dans l'éducation partout sur le territoire. Troisième exemple, les services publics et les commerces de proximité. On sait qu'il y a beaucoup de lieux, de petites communes rurales dans lesquelles on ne trouve plus ces services publics et ces commerces de proximité. Nous allons, dans notre programme, ouvrir 1000 lieux, des comptoirs de campagne en quelque sorte, 1000 lieux
que nous investirons en faisant en sorte d'y mettre un commerce de proximité, un service public, un espace de coworking, une association pour assurer de l'animation culturelle. Mais c'est aussi une façon de ranimer et de donner de l'activité, de remettre de l'activité et de la vie dans ces territoires ruraux. Quatrième exemple, la question du logement. Et c'était le secrétaire général de la Fondation Abbé Pierre qui s'exprimait tout à l'heure. Enfin, quand même, franchement. Rien que l'année dernière, en 2020, on a eu seulement 54 000 autorisations de construction de logements dans cette région, soit une baisse de 14% par rapport à l'année précédente. Hier, c'était la fin de la trêve hivernale. Qui doute qu'on a un problème de mal logement? Nous allons revenir, contrairement à l'exécutif sortant, dans le financement de la construction de logements sociaux, bien sûr, mais aussi de résidences étudiantes, de logements pour les apprentis ou pour les jeunes travailleurs. Enfin, dernier sujet, donc la question des mobilités. Il va de soi que si on veut permettre aux gens où qu'ils vivent d'aller travailler ou de se former, en effet, on a besoin de lignes de train qui fonctionnent. Les petites lignes qui, pour bon nombre d'entre elles, ont été fermées, je pense par exemple à Tirboin, nous allons les rouvrir. Nous allons faire en sorte d'améliorer la liaison entre Clermont et Lyon. Nous allons, autour des grandes métropoles que sont Lyon, Grenoble, Chambéry, ouvrir un RER métropolitain qui est attendu depuis des années. Voilà, en quelques mots. Et puis enfin, sur la question de la concertation et de la démocratie, tout notre programme se fait évidemment avec les associations et les citoyens. Et donc, par exemple, sur la question des mobilités, vous savez, j'ai été conseillère régionale à l'époque où c'était Rhône-Alpes, il existait des comités de ligne qui ont peu à peu disparu. On se demande pourquoi. C'était une formidable façon d'associer les usagers au fonctionnement de leur service de transport. Nous remettrons cela en place. Je crois que j'ai dépassé mes 4 minutes, c'est ça? Je serai plus courte la prochaine fois. Et donc, Grégoire Verrière. Déjà, merci beaucoup pour votre invitation. L'organisation de ce genre de débat fait du bien à la démocratie. À ce titre, je déplore l'absence de Laurent Wauquiez ou d'un des membres de son équipe. Ce n'est pas en fuyant le débat qu'on permettra à la démocratie de se réoxygéner, de se revitaliser. Donc, quand on parle d'aménagement du territoire, bien évidemment, on aborde la question de l'égalité. Et je crois que quand on est écologiste et de gauche, c'est évidemment une question à laquelle on est extrêmement sensible. Et on voit bien qu'effectivement, depuis la loi NOTRe, les métropoles ont tendance à aspirer les villes de taille moyenne et également les petites villes et les villages dans les territoires ruraux. Et je crois qu'il faut revenir à une logique de bassin de vie pour rapprocher finalement l'emploi, des logements et également des services publics. Moi, il y a un territoire dont je voudrais parler parce que parmi les 8 millions d'habitants, on a 2,2 millions qui vivent en zone de montagne. Et la montagne, inutile de rappeler qu'elle est évidemment victime du réchauffement climatique et que quand elle vit grâce à un modèle économique basé exclusivement ou majoritairement sur le ski, il y a évidemment une question qu'il va falloir anticiper, celle de la reconversion des activités économiques en zone de montagne. Et nous, avec Fabienne Grébert, on défend l'idée évidemment de reconvertir nos montagnes en stations 4 saisons pour permettre d'avoir de la vie dans nos montagnes toute l'année et pas seulement une économie qui repose sur le ski. Par ailleurs, une économie du ski qui est souvent assez élitiste. Et évidemment, l'objectif est de réouvrir la montagne et lui permettre un accès à toutes et tous. Enfin, évidemment, sur la question du désenclavement de nos territoires, il y a la question de la fibre. Nous déploierons, en tout cas nous soutiendrons le déploiement de la fibre parce que dans les territoires ruraux, quand on n'a pas accès à une connexion Internet correcte, on ne peut évidemment pas entreprendre. Moi, je vis dans une petite zone rurale dans le parc régional des volcans d'Auvergne. Je n'ai jamais eu la DSL. Alors, on a la 4G, mais c'est parfois très difficile. Et quand on entreprend, quand on a la volonté de créer de l'activité économique, c'est bien évidemment un frein. Sur la question des transports, en Auvergne-Rhône-Alpes, les 31,7% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport. Donc, c'est évidemment une question centrale dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est poser 1,5 milliard d'euros sur la table durant le mandat pour le rail, et non pas comme Laurent Wauquiez le fait pour des kilomètres de bitume sur des routes comme la RN 88 qui ne sont même pas de sa compétence. Donc, avec 1,5 milliard, c'est la réouverture de 9 lignes. Donc, Najat l'a évoqué, mais effectivement, le tronçon Tirboin qui permettra de relier directement Clermont-Ferrand à Saint-Étienne
On a fait l'inauguration avec Fabienne Grébert tout à l'heure à Clermont-Ferrand de cette ligne. Elle est venue en train de Saint-Étienne jusqu'à Clermont-Ferrand. Elle a dû faire une pause de 30 minutes à Roanne, 2h30 au final pour venir à Clermont-Ferrand, alors qu'en voiture, elle aurait mis 1h45. Donc, bien évidemment, on voit l'absurdité d'avoir un réseau TER pauvre aujourd'hui et donc la nécessité de le redévelopper. C'est aussi l'amélioration de 11 lignes et bien évidemment des fréquences beaucoup plus importantes, un meilleur cadencement, parce que bien souvent, quand on veut faire porter le chapeau au service public et lui faire dire qu'il n'est plus efficace, et ben on met les trains à des horaires qui ne sont pas adaptés et après on ferme les lignes. Donc il faut bien évidemment inverser cette logique. Et on parle du train, mais il faut parler aussi du vélo. On propose de poser 600 millions d'euros pour un plan vélo. Donc, je réduis à 2 questions en fait du chat parmi les. Tant pis pour la troisième. La première, c'est sur la question de l'intermodalité. Que pensez-vous en fait d'un ticket unique de transport entre les TER et les métros, bus ou tramways, les différentes agglomérations sur Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr. Deuxième question. Quelle est selon vous la place du développement numérique dans l'aménagement et le développement des territoires et surtout en ce qui concerne les mobilités? Donc, même ordre de passage. En premier, donc c'est Cécile Kuckerman, si elle peut nous rejoindre. Bien, oui, il y avait un petit souci technique. 2 choses sur la question du ticket unique. C'est une proposition portée depuis maintenant de très nombreuses années par mon groupe. Je crois qu'au-delà de la question du ticket unique, ça veut dire d'abord travailler en complémentarité, notamment avec les intercommunalités qui ont cette compétence de mobilité également, et avec la SNCF et la région. Mais c'est aussi la question de la tarification. Or, depuis 5 ans et demi, nous avons eu une suppression des tarifications sociales. Et il faut aujourd'hui aller beaucoup plus loin pour accompagner les collectivités territoriales qui le souhaitent à pouvoir mettre en place la gratuité dans les transports interurbains et également offrir, en tout cas aux lycéens et aux étudiants durant ce mandat, l'accès à la gratuité pour les TER de notre région. Et donc, je crois que ce n'est pas simplement une question de quel est le titre de transport, mais le coût de celui-ci qui représente chaque année des budgets de plus en plus importants pour le plus grand nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Sur la question du développement du numérique, d'abord, je veux rappeler que le numérique, c'est un triptyque. Il y a la question du débit, il y a la question des équipements, et encore faut-il en être équipé une fois qu'on a le débit, bien évidemment. Et il y a la question des usages. Et je crois que nous avons tous des exemples en tête de gens qui, même avec un très bon débit et un écran d'ordinateur, sont aussi en difficulté parfois. Et ce n'est pas lié qu'à l'âge, ce n'est pas lié qu'au milieu social, ni même au lieu d'habitation, sur la pratique des usages et donc l'habileté à utiliser le numérique pour des services, notamment. Pas la même chose de regarder simplement des photographies ou de faire une visio avec ses enfants ou petits-enfants de l'autre côté de la planète que d'utiliser au quotidien des services pour ses déplacements. Et puis, y compris, on vient d'en faire l'expérience, des fois, il y a des petits bugs sur lesquels il faut pouvoir pallier. Donc, ça ne peut pas en tout cas être l'alpha et l'oméga. Donc, bien évidemment, oui, pouvoir asseoir la question numérique, mais certainement pas pour remplacer en tout cas les présences humaines dans les gares qui demeurent indispensables et qui doivent être assurées par des agents de la SNCF. D'abord parce qu'en termes de sécurité, plus il y a de présence humaine, moins il y a de soucis d'insécurité dans nos gares. Deuxièmement, parce qu'il y a encore de très nombreuses opérations de renseignement à faire, d'accompagnement de telle ou telle personne à réaliser. Et donc, en tout cas, il ne faudrait surtout pas, en développant le numérique, fragiliser la présence humaine dans nos gares. Donc oui, pour de la complémentarité, mais certainement pas pour de l'opposition. Moi, je regrette sincèrement la désincitation par le président sortant de travailler en complémentarité avec les intercommunalités. On leur a dit de ne pas prendre la compétence parce que la région s'en chargeait. Pour moi, je suis désolée, mais une mobilité dont on a besoin à l'échelle d'un territoire et pour le vivre en milieu rural, elle est complémentaire entre une mobilité structurante qui peut être gérée à l'échelle d'une région, pensée et financée à l'échelle d'une région, et une mobilité locale avec des vélos, des véhicules en autopartage, avec des réseaux de cars ou de bus qui sont
au sein de l'intercommunalité ou entre deux intercommunalités qui se réfléchissent à une échelle infra-territoriale. Alors, le ticket unique, oui, pourquoi pas. La question d'abord, elle va être aussi du service. Est-ce qu'on est capable de mettre en relation ces différents modes de transport pour être sûr qu'ils fonctionnent ensemble avant même d'offrir un ticket unique? La question, c'est justement comment on fait cette complémentarité que je vous décrivais plus tôt. Ça vaudrait bien plus qu'une minute sur les deux. Et donc, encore une fois, sur la méthode par rapport à ce qu'on s'est dit avant, c'est le genre de dossier sur lequel il faut mettre tout le monde autour de la table et voir comment on avance progressivement à la fois sur le service, son financement et sa mise en œuvre opérationnelle. Sur la place du développement numérique dans nos territoires, elle est essentielle. Et quand on dit développement numérique, on a tendance à penser tout de suite 4G, 5G qui sont essentiels. Moi, je rappelle un combat que j'ai aujourd'hui dans la Drôme et dans l'Ardèche. On n'a pas encore toujours la 4G, pas encore la fibre et pas avant un certain moment. Et donc, je me bats pour le téléphone fixe avec Orange aujourd'hui. Et donc ça, je tiens à dire aujourd'hui qu'il y a clairement un besoin au niveau de la région d'accélération et de soutien de la part de cette collectivité qui est essentielle, sur quelque chose qui, au fond, se réfléchit à l'échelle régionale en partenariat avec les départements. Et je voudrais insister sur le fait que quand on dit développement du numérique, c'est aussi l'inclusion numérique sur les 13 millions de Français qui auront besoin d'être accompagnés aujourd'hui dans les démarches et dans la formation au numérique. Et donc, effectivement, il ne remplace pas le lien social de quelqu'un qu'on trouve à la maison France Service, par exemple, mais il vient en complément pour aujourd'hui aider les gens à finalement être autonomes avec les outils numériques. Merci. Sur la question du ticket unique, je pense que ça fait partie de ces choses qu'il faut qu'on ait un objectif ambitieux, on en a tous conscience, parce que ça va nécessiter beaucoup de travail pour y arriver, mais il ne faut surtout pas le perdre de vue parce qu'il va de soi que ce serait l'idéal à atteindre. Ça nécessite un travail avec toutes les collectivités concernées et c'est typiquement le genre de travail qui n'a pas été la tasse de thé du président sortant et donc c'est clair qu'il va falloir s'y mettre. Ce que disait Cécile Puquierman tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire que c'est aussi la question du prix, donc de la tarification sociale sur laquelle vous nous avez interrogé tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion de répondre, mais les décisions prises depuis 6 ans ont amené les personnes les plus modestes qui empruntent ces transports collectifs à payer leur billet 2,5 fois plus cher qu'ils ne le payaient en 2015. Il faut marteler cette réalité-là parce qu'en effet, ce sont les salariés modestes, ce sont les étudiants, ce sont les apprentis qui en pâtissent les premiers. Et donc, nous remettrons de la tarification sociale qui ira jusqu'à la gratuité pour les moins de 26 ans les plus modestes, qui permettra aussi, ce que nous allons faire, nous comptons faire, d'offrir des billets à 1 € le week-end pour les jeunes qui doivent rentrer chez eux, dans leur famille, parce qu'ils sont étudiants, apprentis, etc. Et puis, bien entendu, le transport scolaire, nous allons sur la gratuité, donc partout où nous en avons la compétence, parce que c'est aussi comme ça qu'on progresse. Sur la question du numérique, je trouve que s'il y a bien une injustice qui est révoltante, c'est notamment celle qui vient d'être évoquée, en effet, de vivre dans des territoires où finalement, parce que vous êtes en zone rurale, contrairement aux habitants des zones urbaines, les opérateurs ne vont pas venir s'installer d'eux-mêmes, puisque c'est bien ça, le problème de la mise en concurrence de tout ça, c'est qu'eux cherchent leur intérêt, donc ils ne vont pas venir s'installer là. Donc vous vous retrouvez avec le maire de votre commune ou votre communauté de communes qui va se démener pour essayer de faire venir la fibre, les opérateurs, etc., avec ses maigres moyens. Et donc vous, comme habitant de ces zones rurales, vous allez être sollicité une deuxième fois, c'est la double peine, par le biais de vos impôts. Parce que finalement, c'est bien ça qui va permettre, dans le budget de la mairie ou de la communauté de communes, d'essayer de résoudre la question. Donc, clairement, la région, dans son rôle d'aménagement du territoire, a un rôle à jouer pour mettre fin à ces zones blanches. Et nous prévoyons un budget de 20 millions d'euros pour lutter contre ces zones blanches. Merci. Alors, pour répondre à la question, oui au ticket unique. De toute manière, l'enjeu, c'est de réduire la place de la voiture dans notre société, dans nos vies, et donc tout ce qui est bon pour ramener les gens dans les transports en commun, que ce soit le train, le métro, le bus, le vélo, est bon à prendre. Et par ailleurs, se pose aussi du coup la question de la tarification. Nous, on est totalement favorable à la gratuité des transports scolaires, également avancer sur la gratuité pour les moins de 25 ans. On peut, dès notre entrée en fonction, si je puis dire, porter la réduction à moins 75% pour les jeunes de moins de 25 ans, puis petit à petit avancer sur la gratuité. Par ailleurs, j'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure,
Mais quand on parle de la mobilité et qu'on construit des politiques publiques sur ce sujet, il est super important de travailler évidemment avec les associations d'usagers et les syndicats qui ont l'expertise d'usage, qui prennent ces moyens de transport tous les jours et qui généralement savent mieux que les responsables politiques, parfois éloignés du bassin de vie en question, ce qu'il faut faire pour se déplacer de manière décarbonée et plus efficacement. Sur la question du numérique, bien évidemment, se pose la question de l'électronisme. On parlera de formation tout à l'heure. Ça rejoint cette question-là. On doit se donner les moyens de lever les freins à l'accès au numérique et donc du coup de pouvoir, chez les moins jeunes, mais également chez les jeunes, parce que ça c'est un cliché qui consiste à croire que quand vous avez moins de 30 ans, vous savez vous servir parfaitement de l'outil numérique. Ce n'est pas vrai. Et donc, on doit impérativement accompagner l'ensemble de ces personnes pour qu'elles sachent utiliser l'outil numérique. Et par ailleurs, ça ne se contente pas de savoir envoyer des photos, des mails ou d'ouvrir un document Word. On doit sensibiliser les gens, les citoyens à la question de la protection des données, de la protection sur le web. C'est une question fondamentale qui, globalement, n'est pas suffisamment abordée aujourd'hui. Et je finirai sur la question de la 4G, de la fibre. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Et du coup, j'en profite pour faire une remarque à Madame de Laverne. Comme j'ai compris que vous étiez députée, vous avez fait la remarque, mais on voit bien que la 5G n'est peut-être pas une priorité quand on voit qu'il y a beaucoup de territoires aujourd'hui qui n'ont pas accès à la fibre et également à un bon accès à la 4G. Et la 4G, je fais cette petite remarque, ne suffit pas. Moi, je défends le déploiement de la fibre parce qu'aujourd'hui, un abonnement à une box 4G, comme ça se fait, c'est sûr que ça fonctionne bien, mais ça coûte beaucoup plus cher que des abonnements à la fibre. Donc, c'est important de travailler à son déploiement. Je reprends la parole pour assurer la transition vers la deuxième thématique, qui sera donc la formation professionnelle, le développement économique et l'innovation. Et pour cela, je donne la parole côté pacte du pouvoir de vivre à Pierry Gaillard de la CFDT et Philippe Giraud de la Fédération Léon Lagrange. Merci beaucoup Bruno. Bonjour à toutes et tous. Un court texte d'introduction. Le soutien massif à l'économie et l'activité partielle a permis de préserver un nombre important d'emplois. Mais ceux qui étaient déjà en marge du marché du travail sont pour beaucoup restés exclus. L'ampleur de la crise sociale et la crise économique reste encore difficile à estimer. La sortie de crise pourrait s'accompagner d'une accélération des suppressions d'emplois, d'un recours accru aux contrats courts. Une politique d'investissement public ambitieuse en matière de transition écologique permettrait de favoriser le développement de centaines de milliers d'emplois d'ici 2022 et contribuerait à limiter les stigmates de la crise, ne laisser personne au bord du chemin et préparer les mutations structurelles. Ces investissements, comme les aides aux entreprises, doivent ainsi être soumis à différentes conditions et être débattus avec l'ensemble des éléments constituants et des parties prenantes de l'entreprise, le management, les institutions représentatives du personnel, la société civile et les pouvoirs publics territoriaux. Le cadre fixé par la loi pour la formation professionnelle doit permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi. Pour les personnes en emploi, il s'agit d'assurer leur maintien dans l'emploi, de participer au développement de leurs compétences et permettre l'acquisition d'au moins une qualification plus élevée. En effet, chacun doit pouvoir se former aux métiers qui nécessiteront de forts besoins en main-d'œuvre dans les secteurs de la rénovation thermique, des logements et des bâtiments, des énergies renouvelables, des transports durables, de l'agriculture durable et du tourisme. Alors, quelques questions. Quels seront et avec quelle conditionnalité sociale et écologique les principaux axes de vos politiques régionales de recherche, innovation, développement économique? Quelle proportion de financement envisagerez-vous de flécher vers les secteurs favorables au climat et à la biodiversité? Quelle forme de concertation envisagez-vous avec les partenaires sociaux, y compris ceux de l'économie sociale et solidaire? À quelles échelles territoriales et avec quel acteur? En quoi l'appareil de formation initiale et continue peut-il être mobilisé pour conforter le développement économique, la justice sociale et la transition écologique? Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir les reconversions vers les métiers porteurs et ouvrant des parcours de reconversion durable pour les demandeurs d'emploi ou peu qualifiés? Enfin, pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, quelles mesures d'accompagnement vers l'emploi et d'insertion professionnelle prendrez-vous? Quelles expérimentations faciliterez-vous? Par exemple, territoire zéro chômeur, parmi d'autres,
3 minutes à chacun, s'il vous plaît, durant ce premier cycle, et puis une deuxième étape avec le chat. Et on va commencer avec Célia Delaverne, puis Najat Vallaud-Belkacem, Grégoire Verrière et Cécile Kuckerman. Merci. Alors, faire le développement économique, l'innovation et la formation en 3 minutes, je vais essayer de vous donner quelques grands axes. On vient de vivre une crise sans précédent, sanitaire, devenue économique et sociale, avec un accroissement des inégalités et une forme de précarisation de nos emplois et surtout de fragilisation des secteurs économiques. Donc, ce qu'il nous faut, c'est 2 typologies, je dirais, de mesures. Des mesures de court terme qui sont des mesures de relance. Donc, c'est l'idée, par exemple, d'un chèque tourisme de 50 € pour relancer les professionnels du tourisme qui seraient disponibles dès cet été dans les 30 jours qui suivent l'élection. Et puis, ce sont des mesures de long terme. Ces mesures, elles doivent nous permettre, en fait, de nous relancer économiquement en faisant face, au fond, comme tout choc, aux 3 transitions essentielles auxquelles on doit faire face. La transition numérique dont on a parlé, donc il y a un accompagnement accru de la transformation numérique, notamment des TPE, PME, qui est essentiel dans nos territoires pour s'adapter. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je n'oppose jamais, et pourtant je me bats pour le réseau cuivre, la 5G au réseau cuivre. On a besoin des 2. La 5G, c'est un outil de compétitivité. Le réseau cuivre, c'est aujourd'hui ce qui nous reste pour communiquer en attendant une 4G avec une augmentation du nombre de pylônes qui doivent permettre de l'améliorer, et la fibre qui doit arriver, et donc c'est un réseau d'initiatives publiques, non pas des opérateurs qui doivent l'apporter en Drôme et en Ardèche. Nous avons besoin d'investir dans des filières et des métiers d'avenir à plus long terme, et ça se construit par un dialogue social territorial dont je sais d'ailleurs qu'il est cher à la CFDT, parce que j'échange régulièrement avec les interlocuteurs, notamment dans les filières hydrogène, nanotechnologie, plastologie, numérique. Ce sont des secteurs d'avenir sur lesquels on sait qu'on va avoir besoin d'un métier. Et il y a des secteurs d'avenir qui sont des métiers du quotidien. Nous nous engageons à former 250 000 oralpines et oralpins à ces métiers du soin d'ici la fin du mandat pour faire face à la 3e transition, qui est la deuxième transition, qui est la transition démographique, et bien sûr transition écologique, qui n'est au fond même pas un choix politique, mais une obligation que nous avons vis-à-vis des territoires et des citoyens. 3/4 des investissements iront à la transition écologique, 2 milliards d'un programme résilience, la renaturation des friches industrielles et tout un programme à construire avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Voilà, j'ai plein de choses à vous dire, mais je crois que je suis déjà en 3 minutes. Merci. Non, c'est parfait. C'est parfait. Il vous restait même 20 secondes. Après, il y a d'autres thèmes, puisqu'on va cumuler. Plein de choses à vous dire encore. Et puis, il y aura des questions du chat. Madame Vallaud-Belkacem. Merci. C'est vaste comme sujet, mais partons peut-être de ce dont on ne veut plus, parce que finalement, si on présente une alternative, c'est bien qu'il y a des choses avec lesquelles on veut rompre. On ne veut plus d'aide régionale qui soit distribuée à des entreprises sans condition. Y compris des entreprises qui, dans la foulée, effectuent des plans sociaux. On en a des exemples, je pourrais prendre Dynastar pour en prendre un au hasard, nombreux dans la région. On ne veut plus d'un territoire comme le nôtre qui soit incapable d'anticiper 2 secondes et de se dire « mais j'ai 325 000 offres d'emploi non pourvues dans ce territoire et j'ai 700 000 chômeurs et je ne suis pas capable de mettre en lien les uns et les autres ». Les mettre en lien comment? Notamment par la formation professionnelle, qui est une des compétences majeures de la région, qui a été complètement délaissée ces dernières années. On est tombé à l'avant-dernière place de toutes les régions de France en nombre d'ouvertures de formation professionnelle. C'est un drame. Et c'est, on l'a calculé, 140 000 demandeurs d'emploi qui n'ont pas eu accès à la formation qu'ils auraient voulu pour pouvoir soit accéder à un premier emploi, soit se reconvertir, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, de tout ça, on ne veut plus. Qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Sur un plan économique, on va être aux côtés de nos entreprises parce qu'elles ont besoin de nous en ce moment, parce qu'en effet, beaucoup d'entre elles risquent de mettre la clé sous la porte, de ne pas pouvoir rembourser leurs prêts garantis par l'État, d'avoir besoin d'innover, y compris pour être plus vertueuses sur un plan écologique, etc. Nous allons créer un fonds d'investissement régional qui s'appelle le Fonds Impact Avenir, qui aura une puissance de feu de 1 milliard d'euros, qui sera abondé à la fois par la région elle-même, mais aussi par le secteur bancaire et par les épargnants d'Auvergne-Rhône-Alpes qu'on va inviter, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont mis de l'épargne de côté pendant la crise, à venir soutenir leur économie locale. Ce fonds Impact Avenir, il va aller soutenir des entreprises
en fonds propres, en capital, et non pas en prêt ou avance remboursable, parce qu'en ce moment, les entreprises ont besoin d'argent frais. Mais nous mettons évidemment des conditions. 1, l'emploi. Il faut créer de l'emploi, il faut le maintenir, sinon quel est l'intérêt d'avoir cette aide régionale? Et 2, évidemment, la transition écologique, mais j'ajouterais même la transition sociale d'une certaine façon, et notamment en termes de gouvernance au sein de l'entreprise, avec une place plus importante donnée aux salariés. Bon, donc quand on dit transition écologique, c'est que évidemment, on va soutenir la décarbonation de l'activité notamment. Troisièmement, la formation professionnelle qui a été tellement laminée, nous, c'est très simple, on a une ambition, c'est de multiplier par 5 le nombre d'entrées en formation professionnelle. 500 000 et pas 100 000. Enfin, c'était même moins de 100 000. 500 000 formations professionnelles réparties partout sur le territoire. Des formations professionnelles évidemment pensées pour coller avec les métiers d'avenir, les filières qui se développent, évidemment tout ce qui est transition écologique, mais aussi numérique, mais aussi métier du lien. Et puis, ces formations professionnelles, nous les rendrons accessibles véritablement. C'est-à-dire qu'on voit bien que des gens ont des problèmes de transport, ont des problèmes de logement. Nous les accompagnerons sur ce sujet. Troisième point, si j'ai 1 minute, nous accordons une priorité toute particulière à l'emploi des jeunes. Je suis désolée, ce n'est pas du tout du favoritisme envers les jeunes, mais c'est qu'on voit bien qu'avec la crise, c'est l'accès au premier emploi qui est rendu particulièrement difficile et que les générations vont même se chasser les unes les autres. Les diplômés 2021 vont venir chasser les diplômés 2020 qui n'ont toujours pas trouvé leur job. Et donc, nous créons quelque chose d'inédit en France qui s'appelle la caution premier emploi, dans lequel la région se fait partenaire de confiance de l'entreprise et du jeune, les met en contact, puisqu'on connaît ces offres non pourvues, forme les jeunes pour qu'ils soient finalement avec les qualifications requises pour occuper ces jobs, les coach et surtout lève les freins qui peuvent exister à la signature du contrat de première embauche, que ce soit un frein venant de l'entreprise qui hésite à embaucher parce qu'elle ne sait pas quid de son carnet de commandes. La région prendra en charge la période d'essai du jeune, ou que ce frein vienne de la part du jeune lui-même pour qui le job est trop loin de chez lui ou qui n'a pas les moyens de se loger à l'autre bout de la région prendra en charge son transport et son logement pendant les premiers mois de cette activité. Donc, c'est vraiment une impulsion donnée volontairement à l'emploi des 18-30 ans et au premier emploi en particulier. Je vous remercie. Vous avez investi 1 minute de plus, peut-être une de moins tout à l'heure, avec les questions du chat. Monsieur Verdière. Mais écoutez, ce qu'on veut faire, c'est faire de la transformation écologique et sociale une opportunité pour créer des emplois. On s'est lancé l'objectif d'en créer 100 000 d'ici 2026, avec un plan de transition écologique de 3,6 milliards. Alors, par contre, il est hors de question de distribuer ces 3,6 milliards comme le ferait Laurent Wauquiez, c'est-à-dire les yeux fermés et aux copains. Évidemment, il faut poser des conditionnalités écologiques et sociales qu'on peut caler sur les objectifs posés par l'accord de Paris. Il me semble que ce sont des objectifs pertinents. Et on n'a pas besoin d'ailleurs d'attendre à ce que le gouvernement agisse en faveur du climat pour se mettre en mouvement et faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes une région exemplaire en matière d'écologie. On pense qu'on a, en tout cas, la crise du Covid a mis en exergue notre vulnérabilité, je vais y arriver, face à la crise du Covid et de la globalisation, de la mondialisation, et qu'il y a un impératif à relocaliser des secteurs économiques, industriels qui sont clés. On a été voir dans le Puy-de-Dôme les Luxfer. Luxfer, c'est un groupe qui produisait des bouteilles d'oxygène médical. C'est un site à côté de Clermont qui est totalement rentable. Le groupe anglais a décidé de le fermer, des logiques financières prédatrices. Et aujourd'hui, ces salariés se battent pour reprendre leur activité. Ils ont un savoir-faire qui est présent sur notre territoire. Et là, la région doit être présente pour les accompagner. Ils ont eu des rendez-vous avec Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, pour le moment, n'a pas formulé d'engagement écrit. Donc, s'il nous écoute, je l'interpelle pour qu'il le fasse rapidement. On s'en chargera dans quelques semaines après. Mais en tout cas, on a besoin de relocaliser ces secteurs clés. Sur la formation, qui est bien évidemment en lien avec l'activité économique, on doit anticiper les mutations du travail. On a énormément de métiers de la transition écologique et sociale qui vont apparaître d'ici quelques années et on doit impérativement offrir un bouquet de formations qui nous permettent justement de réorienter les citoyens vers ces métiers qui ont du sens et qui vont dans le sens de l'intérêt général. Et par ailleurs, la formation professionnelle, c'est vraiment
le grand oublié de ce mandat. Il y a eu une première baisse de 576 millions en 2015, puis de 469 millions en 2017. Le nombre d'entrées en formation a diminué de 56% entre 2017 et 2018. C'est une véritable catastrophe. Quand on fait de la politique, on doit anticiper les mutations, chose que Laurent Wauquiez n'a absolument pas fait. Et donc, oui, remettre de l'argent sur la formation professionnelle, continue, permettre à chacun de pouvoir se former toute sa vie. Et pour cela, il faut lever les freins à la formation. Effectivement, on a parlé de la mobilité. Je pense par exemple aux mères qui sont seules et qui n'ont pas forcément les moyens de faire garder leur enfant pour aller se former et se reconvertir. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais là aussi, la région peut intervenir. Enfin, sur la question de l'accompagnement vers l'emploi et l'insertion, oui, au soutien de la démarche territoire zéro chômeur, il faut l'étendre, mais il n'y a pas que la démarche territoire zéro chômeur. J'étais ce matin dans une rencontre avec des personnes qui ont fondé une régie de territoire qui est aussi un modèle très intéressant de gouvernance partagée entre les élus, les citoyens, des acteurs privés et qui permettent de former des gens, de les reconvertir et de les insérer dans le monde du travail et de surtout leur redonner confiance. C'est fondamental. Merci, vous avez pris 40 secondes de plus et puis okay, très bien. on proposera de les ôter du deuxième tour. Madame Kuckerman, est-ce qu'en distanciel? Bien, c'est une gageure que de parler en 3 minutes de l'emploi, du travail et de la formation. D'abord parce que le travail, c'est la vie et c'est ce qui permet de se sociabiliser, c'est ce qui permet de produire des richesses sur un territoire, c'est ce qui permet de développer bien évidemment un territoire. Donc, je vais bien concentrer mon propos en répondant à certaines questions émises en introduction. Je crois qu'il faut faire très attention et se prémunir de toute spécialisation de filière. Pour être une élue du département de la Loire, je crois que nous avons trop souffert à des moments donnés de l'hyperspécialisation de certains territoires et des crises qui viennent les frapper et ainsi détruire les emplois et ne laisser finalement que les plaies sociales et environnementales pour les élus et la population restante. Je pense qu'il y a besoin, et encore plus au sortir de cette crise sanitaire, mais qui est une véritable crise sociale également, d'agir, de simplifier, mais aussi d'accompagner nos entreprises pour qu'elles bénéficient toutes des aides et d'un accompagnement de la région. Il ne suffit pas d'aider financièrement, c'est important, c'est indispensable. Il faut pouvoir injecter du cash dans les entreprises. Et ce que disent aujourd'hui un certain nombre de chefs d'entreprise, et je pense notamment aux petites entreprises, aux TPE, aux PME, aux artisans, c'est aussi ce besoin d'être accompagné pour mener à bien ces projets, faire monter en gamme ces lignes de production, pouvoir embaucher, pouvoir mieux former, pouvoir intégrer son activité économique et répondre aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui. C'est aussi bien évidemment accompagner et structurer nos filières industrielles qui sont les premières créatrices d'emplois, de richesses, y compris avec tout le travail de la sous-traitance et d'installation sur un territoire. Les exemples seraient nombreux et donc je ne les énumérerai pas ici au vu du temps imparti, mais c'est indispensable, pas simplement de déclarer que l'on veut préserver et relocaliser, mais d'agir pour permettre. Et cela ne peut se faire qu'en s'appuyant sur le savoir-faire, bien évidemment, des salariés qui sont les premiers à défendre leur outil de travail et qui ont souvent des propositions, des innovations, y compris pour maintenir une activité économique quand celle-ci est menacée. Bien évidemment, on a tout essayé en matière de conditionnalité. On le sait, personne ne rembourse jamais. Donc, il faut arrêter avec ces méthodes-là. Et donc, je suis pour aider les entreprises et qu'à la fin de chaque année, on évalue. On évalue les élus, chefs d'entreprise, les salariés sur l'utilisation de ces fonds publics. Est-ce qu'ils ont servi réellement à l'emploi, à la formation, aux enjeux environnementaux, à la montée en gamme? Ou est-ce que, comme c'est le cas dans les plus grandes entreprises, quand on additionne l'argent public à la fin de l'année, eh bien, cela équivaut au montant qui est versé en dividendes aux actionnaires? Eh bien, dans un cas, la région continue d'aider, d'accompagner. Dans l'autre cas, et je crois que c'est ça en tout cas ce que nous proposons,
eh bien, il n'y a plus de financement possible jusqu'à la fin du mandat. Et ainsi, on avance. On avance, on est efficace avec l'argent public, on est réactif et on répond à ce besoin d'installer, de développer, de pérenniser l'emploi dans tous les territoires de notre région. Maintenant, la parole à Philippe. Oui, bonjour. Les questions concernant la formation professionnelle sont nombreuses. Vous y avez grandement répondu. Deux autres sujets, l'innovation et la recherche, qui n'a pas été évoqué, et puis aussi la place de l'économie sociale et solidaire, puisque parmi les acteurs de la société civile, il y a bien sûr les entreprises, et parmi ces entreprises, la question de l'économie sociale et solidaire. Alors, clairement, nous, un des fondamentaux, je dirais, dans les valeurs de notre liste, c'est d'investir dans l'innovation comme capacité à régler un certain nombre de défis auxquels on doit faire face aujourd'hui. Je suis scientifique de formation, donc j'ai une vraie confiance dans le progrès, dans la science, pour nous aider à régler un certain nombre de situations. Et donc, le rôle des décideurs publics aujourd'hui, c'est d'accompagner cette recherche et l'innovation et de l'orienter vers les défis auxquels on fait face. On les a cités, les défis de la transition démographique, les défis de la transition écologique et ceux de la transition numérique. Donc, l'innovation et la recherche pour notre région resteront un enjeu majeur, et je trouve qu'une région, à même d'aider ces entreprises, elle ne va pas forcément faire à la place, mais elle peut aller organiser des clubs d'entrepreneurs, des business angels, des investisseurs pour essayer de stimuler la région, faire valoir l'attractivité de nos chercheurs. On a dans notre modèle Oralpin un certain nombre d'ingrédients de réussite et d'attractivité, ne serait-ce déjà que sa géographie centrale au niveau de l'Europe. On est un territoire extrêmement attractif pour l'ensemble de l'Europe, dans lequel on sait que la production intellectuelle est assez importante. Et donc, on a tous les outils aujourd'hui pour attirer à la fois les investisseurs, les ressources humaines, les compétences, nos chercheurs, et créer, au fond, là où se passe la recherche de demain. Donc, l'innovation, elle est avant tout, effectivement, celle de la science. Il y a aussi une innovation sociale. Habitant la Drôme, désolée de le citer, mais on a systématiquement une somme de projets de territoire, et ça va d'ailleurs faire le lien aussi avec l'ESS. L'autre jour, j'étais à l'Institut de formation des aides-soignants, puis au Jardin de Cocagne, puis après, je suis allée voir une entreprise qui crée des fûts pour l'industrie, avec à chaque fois une diversité d'innovations à la fois technique, mais aussi sociale, d'organisation, qui prend en compte l'humain, qui intègre. On a beaucoup de structures de SS aujourd'hui qui méritent d'être accompagnées et qui font de l'innovation sociale, qui est un fondamental aussi de la réussite de la cohésion sociale et territoriale de la région. Donc, je voudrais quand même dire un mot de l'enjeu qu'on a devant nous. On a des entreprises qui ont été aidées par l'État, parfois par la région. Il y a celles qui vont tenir et pour qui progressivement les aides vont être baissées puis retirées. Et puis il y a celles qui ne vont pas y arriver. Et notre conviction, c'est que dans ces cas-là, ce sont les personnes qu'il faut qu'on accompagne. Ces personnes, on va les accompagner par de l'insertion, pas de l'activité économique, par de l'accompagnement des départements. Je crois que départements et régions doivent travailler davantage, notamment sur les bénéficiaires du RSA, sur tout un tas de publics aujourd'hui qui sont éloignés de l'emploi et que nous devons réintégrer. On a parlé des territoires zéro chômeur. Il se trouve que j'ai 2 très belles candidatures avec lesquelles je travaille. Moi, je crois beaucoup dans le développement de ces dynamiques qui doivent encore démontrer de leur performance globale. Il y a des endroits où ça marche mieux que d'autres. Il faut qu'on crée les conditions de réussite, mais ce sont tous ces dispositifs issus du terrain, issus des structures de l'économie sociale et solidaire sur lesquels la région doit apporter une aide majeure. Merci, madame. Oui, merci. Commençons par l'économie sociale et solidaire. D'abord, pour moi, elle est partie intégrante de l'économie. Donc, quand je dis qu'on crée un fonds d'investissement régional, le fonds Impact Avenir d'1 milliard d'euros,
il va de soi que c'est aussi des fonds qui ont vocation à s'adresser à l'économie sociale et solidaire. Mon intention, c'est en fait de faire la chose suivante. On considère que l'économie sociale et solidaire dans notre région, en termes d'établissement, d'entreprise, représente 10% à peu près de l'économie. Eh bien, dans les fonds qui seront distribués par le Fonds Impact Avenir, il y aura une surreprésentation de cette économie sociale et solidaire. Parce qu'au fond, quand on dit on met des conditions, etc., que ce soit transition écologique ou sociale, c'est bien qu'à un moment donné, il y a un modèle plus vertueux qu'on cherche à porter particulièrement. Donc, l'une des traductions que ça aura, ce sera que la part des financements provenant de la région sera plus importante par rapport à la part que représente l'ESS dans cette région. Si elle représente 10%, on pourrait partir par exemple sur 20% de ces financements qui seront orientés vers elle. Deuxièmement, l'ESS, au-delà des financements, elle est souvent confrontée à des problématiques très concrètes du style locaux, capacité à être dans des lieux. Et la région va innover. Je suis même étonnée qu'elle ne l'ait pas fait avant parce que la loi le lui permettait depuis déjà quelques temps, en créant une foncière régionale solidaire qui est un outil qui va permettre à notre collectivité d'acquérir du foncier, d'acquérir des locaux et d'en faire finalement ce qu'elle juge juste d'en faire. Pourquoi est-ce qu'on va le faire? D'abord parce que nous voulons soutenir l'accès à la propriété, y compris de ménages qui n'auraient pas les banques derrière eux et de jeunes ménages que l'on veut aider dans cet accès à la propriété. Donc, acquérir ce foncier et ces murs, ça va nous permettre de mettre à des prix défiant toute concurrence et bien en dessous du prix du marché des habitations pour que les gens les acquièrent. Mais ça va nous permettre aussi de récupérer des lieux, des locaux dans lesquels on met ce qui nous semble politiquement important, des entreprises de l'ESS, des associations, donc d'avoir une véritable politique sur ce plan. Donc ça, c'est pour l'ESS. Et pour l'innovation, je le dirais simplement, je pense que quand on a un territoire comme celui-là, avec autant d'universités, de laboratoires de recherche, aussi en pointe, aussi admirés de partout dans le monde, c'est invraisemblable qu'on les mette pas à contribution pour penser en effet les principaux défis qui sont devant nous. Je passe un temps fou avec des agriculteurs qui comprennent bien les effets du changement climatique, la sécheresse, le gel, la grêle, etc., et qui n'ont qu'une envie, c'est que la recherche, précisément, vienne les aider pour trouver des plans plus résistants au changement climatique, pour trouver d'autres façons d'utiliser les ressources naturelles pour éviter de les épuiser, etc., etc. Et la recherche, elle est faite pour ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une politique d'innovation qui, là encore, est un cap clair, qui est on doit se servir de nos forces vives de recherche pour trouver des solutions, en effet, aux défis écologiques, mais aussi aux défis numériques, aux défis du besoin d'humain et de besoin de solutions qui permettent de sortir les gens de la solitude. Il y a beaucoup de technologies qui permettent aussi tout ça. Donc, c'est ce type d'innovation-là que la région soutient. Merci, madame. Messieurs, très heureux que vous posiez une question sur l'économie sociale et solidaire. Il y a quelques jours, j'ai été heurté par les propos de François de Rugy, qui parlait de Mathieu Orphelin dans les Pays de la Loire, c'est une autre région, mais en gros qui disait quand vous voulez faire autrement que le capitalisme, vous êtes contre les entreprises. Et ça m'a heurté parce que en fait, le capitalisme, c'est une forme d'économie parmi tant d'autres. Et personne n'a dit un jour que l'économie, c'était le capitalisme, un point, c'est tout. Et donc, du coup, l'économie sociale et solidaire qui, quand même, de par sa lucrativité limitée et sa gouvernance partagée, est un modèle qui est différent du capitalisme, qui nous donne à réfléchir sur une autre manière de faire économie. Et à ce titre, on veut une vice-présidence à l'économie sociale et solidaire, parce qu'on pense que c'est un secteur qui permet de redonner du sens à l'économie et qui permet également de permettre un accès à l'émancipation pour les travailleurs qui est beaucoup plus important, notamment grâce au SCOP et au SIC, aux sociétés coopératives d'intérêt collectif pour ce qui est des SIC, et qui permettent aux salariés eux-mêmes de diriger leur entreprise. Et Cécile disait tout à l'heure une chose qui est très importante, et je l'ai constaté quand on est allé voir les ex-salariés de Luxfer. Les salariés, c'est ceux qui connaissent
le mieux, évidemment, les process de fabrication, le fonctionnement de leur entreprise, mais également toutes les données financières, les données sur le modèle économique. Et bien souvent, ils sont capables eux-mêmes, par une gouvernance démocratique et partagée, de diriger leur entreprise et de faire les choix les plus pertinents. Donc, on mettra en place un fonds qui nous permettra d'aider les projets de création de SCOP et de SIC pour étendre la démocratisation de l'entreprise. Merci. Madame Kuckerman. Oui, deux choses. Sur la question de la recherche et de l'innovation, elle est fondamentale et elle doit être soumise à ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire aux critères, bien évidemment, dans son accompagnement, de son efficacité et d'un soutien. Et là, c'est une bataille, y compris avec les budgets qui sont alloués chaque année et votés par une majorité de parlementaires pour la recherche fondamentale, parce que l'on innove que parce que l'on a cherché. Et donc, on ne peut pas opposer l'un et l'autre, on ne peut pas avoir une recherche exclusivement basée sur un transfert de savoir-faire en destination des secteurs industriels, même si, bien évidemment, ceci est important. Sur la question de l'ESS, je vais peut-être nuancer ce qui a pu être dit. D'abord, l'ESS, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du bien-être économique, ni de ses salariés, a priori. Et donc, bien évidemment, ce sont des secteurs intéressants, mais on a aussi en tête des exemples de grandes banques, de grandes assurances, de coopératives, y compris dans le secteur agricole, où la problématique finalement de la démocratie interne demeure posée et où là aussi la question du contrôle et de l'utilisation des fonds publics demeure une nécessité. Donc ce n'est pas a priori un gage de confiance dans un sens ou dans un autre, et toute la question est bien la démocratie interne et si au sein de l'entreprise et la citoyenneté. Et de la même façon, il ne suffit pas d'être une SCOP pour défendre l'intérêt général. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand on a une SCOP qui vise à concurrencer et à mettre en difficulté le service public ferroviaire de transport au sein même de notre région, je crois que voilà, il faut en tout cas y regarder. Et il n'y a pas, pour ma part en tout cas, d'exception dans le contrôle de l'utilisation de ces fonds publics. Il y a en revanche, et cela est vrai dans toutes les formes d'organisation économique, le besoin de remettre au cœur ce rôle des salariés, des organisations syndicales, mais plus largement dans les plus petites, le rôle des salariés pour pouvoir aussi conduire les projets qui mènent au développement d'une entreprise. Merci, madame. On va passer à la troisième table ronde. Oui, simplement, on fait un petit point sur les temps de parole. Madame Kuckerman, vous êtes à 12 minutes 48. Madame Delaverne à 13h04. Monsieur Verrière à 13h40 et Madame Vallaud-Belkacem à 15h14. Voilà, vous avez un petit peu d'avance. Désolée. Bien, donc on va aborder le troisième et dernier thème de cette discussion, donc c'est qui concerne la jeunesse, l'éducation et l'orientation. Alors pour ça, donc, ce sera Amélie Perrard du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes qui va présenter avec Laura Lehmann de Gaëlis Fage. Bonsoir à tous. Alors, pour introduire cette dernière table ronde sur la jeunesse, l'orientation et l'éducation, un rappel de quelques constats. Depuis 2015, la loi NOTRe et 2017, la loi Égalité et Citoyenneté, d'importants changements structurels sont intervenus. Les régions ont désormais une compétence éducation populaire à exercer et est chef de file de politique jeunesse sur les territoires. Il n'y a bien sûr pas une, mais des jeunesses d'horizons différents selon leur milieu, urbain ou rural, leurs conditions de vie, leurs projets. Ces jeunes aspirent à être acteurs de leur formation, de leur vie et des politiques qui les concernent, qu'ils soient apprenants, lycéens, étudiants, alternants, ou bien jeunes travailleurs, premier emploi, indépendants ou créateurs d'entreprises, et même sans emploi, décrocheurs en parcours d'insertion ou non. Aujourd'hui, de graves constats sont faits pour les jeunes en France. Précarité exacerbée, santé mentale considérablement dégradée, insertion professionnelle éprouvée.
En avril 2020, en France, ce sont 84% des étudiants qui estiment avoir décroché de leur formation. Un an après, en avril 2021, ce sont 94% qui ont décroché. 3/4 ont rencontré des difficultés financières depuis le début de la crise sanitaire. Plus d'1/4 des jeunes déclarent avoir eu des pensées suicidaires depuis le début de la crise. Pour les jeunes en recherche de leur premier emploi, cela monte jusqu'à 42%. La jeunesse connaît la pauvreté, parfois le sans-abrisme, ce qui pose la question de l'accessibilité à des aides immédiates et pérennes sur les territoires. Pour ne pas faire de la jeunesse une génération sacrifiée, il est indispensable que chaque acteur se mobilise. Pour les questions de la table ronde, je passe la parole à Laura Lehmann. Trois questions pour cette dernière table ronde. La première, quelle politique d'orientation et de formation, notamment des formations sanitaires et sociales, mais également politique d'accompagnement, entendez-vous conduire pour ces jeunes? Comment entendez-vous lever les freins à l'insertion sociale et professionnelle et lutter durablement contre la précarité des jeunes et faciliter leur accès à l'autonomie? Et enfin, quelle place entendez-vous donner aux associations, syndicats et organisations de jeunesse collective que se donnent les jeunes actuellement? Pour l'ordre du coup de parole pour cette dernière table ronde, ce sera d'abord Najat Vallaud-Belkacem, Grégoire Verrière, Madame Kuckerman en visioconférence et Célia Delaverne. Donc, pour conclure, voilà, je vous vais faire bien attention à 3 minutes de parole et ensuite les questions du chat. Merci. Merci. Bon, je vais essayer de faire court. Même si c'est vraiment la compétence la plus fondamentale et c'est quand même assez formidable de se dire qu'on parle d'une collectivité qui est chef de file sur les politiques jeunesse et il faut vraiment se réapproprier cette réalité-là. Donc, si on prend quasiment dans l'ordre chronologique, on va commencer par nos lycéens. Nos lycéens, j'ai été atterrée, j'en discutais avec la maire de Vaux-en-Velin récemment, de constater que pendant le confinement, alors qu'on était à enseignement à distance, vous aviez des lycéens de quartier populaire qui étaient depuis chez eux avec pas d'équipement numérique adapté. C'est juste un peu la compétence de la région de se soucier de ce genre de choses. C'est scandaleux, ça a été fait ailleurs, donc je ne comprends même pas. Donc évidemment, équiper en numérique et notamment offrir un ordinateur, une tablette, plutôt un ordinateur d'ailleurs, gratuit aux élèves les plus modestes. Et puis pour le reste, avoir avec les établissements une fourniture d'équipements à prix coûtant. Deuxièmement, la question de la cantine scolaire. On a parlé tout à l'heure des transports et du fait que la tarification sociale avait disparu ces dernières années. C'est la même chose dans les cantines. Donc, nous, concrètement, nous mettons de la tarification sociale et nous avons le repas à 1 € pour les familles les plus modestes. Troisièmement, l'orientation. L'orientation, franchement, j'ai suivi de près quand ça a été confié aux régions. Donc il y a à peine quelques années maintenant, en 2015, je ne comprends pas comment il est possible qu'on ait quasiment rien fait sur la question de l'orientation et de la lutte contre le décrochage scolaire, bien sûr, qui va avec. Dans ce territoire, vous avez d'autres régions, Centre-Val de Loire pour en citer un, où on a su faire, où on a créé des micro-lycées pour rattraper les élèves décrocheurs, où on a énormément investi justement ces questions d'orientation. Donc nous le ferons, évidemment, il n'y a pas à en douter. Et j'allais dire qu'il y a une réalité qui nous rattrape et qui nous oblige à être encore plus actifs sur la question de l'orientation, c'est pour nos lycéens Parcoursup. Parce que Parcoursup, qui est une réforme que j'ai combattue, est une réforme inique qui crée de l'injustice entre les familles, entre celles qui peuvent accéder à des aides venant du secteur privé pour rédiger les lettres de motivation, faire les dossiers, etc., et les autres. Donc, nous allons développer un service public qui sera à la fois un service public de l'orientation, mais aussi de l'accompagnement dans ce genre de démarche, de l'accompagnement à destination des familles, parce que ce sont les parents qui se retrouvent finalement imprimés dans ce genre de démarche insupportable. Et donc, du coup, nous accompagnerons les familles et les élèves dans leur dossier Parcoursup et dans leur orientation plus générale, sous forme de maison de l'orientation, je ne détaille pas. Enfin, sur la question de la jeunesse et de ses difficultés, de sa précarité, je veux dire, il n'y a pas à faire de dessin. Évidemment qu'il faut un revenu socle pour la jeunesse la plus en difficulté d'insertion. C'est ce que nous mettrons en place. Nous avons identifié à l'échelle de cette région à quelques 10 000 les jeunes qui ont besoin vraiment de ce coup de main venant de la collectivité. Et donc, nous l'avons budgété dans notre programme. Merci beaucoup. Je vais rester dans les mais je pourrais en parler plus longtemps. On comprend. La parole est à Grégoire Verrière. Oui. En France, il y a une espèce de tradition qui consiste à théoriser et à dire et à faire en sorte que les jeunes, ça en bave.
Et c'est ce qui conduit, par exemple, à cette injustice qui est celle de ne pas avoir le RSA ouvert pour les moins de 25 ans et qui aurait eu quand même le mérite peut-être de sortir de la galère un certain nombre de jeunes durant cette crise du Covid. Moi, je fais de la politique avec un certain Benoît Hamon et je me suis engagé en politique sur une idée qui, à l'époque, il y a quelques années, m'a parlé, c'est celle du revenu universel d'existence. Et quand bien même je ne suis pas forcément favorable à ce que la région prenne la place de l'État, parce que la mise en place d'un revenu universel, c'est de la compétence de l'État et donc du gouvernement. Quand il y a des questions comme ça, humanitaire, humaine, d'urgence humaine. On doit agir, on ne peut pas rester spectateur et on veut mettre en place un revenu d'autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans qui sont aujourd'hui dans la précarité. On travaillera en coopération avec des territoires, on a appelé ça le réseau des territoires engagés pour la jeunesse, parce qu'on a remarqué qu'il y a un certain nombre de collectivités, que ce soit des communes, des EPCI, des départements, qui sont volontaristes sur cette question de soutien à la jeunesse et qui, si on mutualise des moyens, ça nous permettra de renforcer nos dispositifs et donc on sera en capacité de donner jusqu'à 400 € pour des jeunes de 18 à 25 ans qui sont en situation de grande précarité. Sur la question de l'engagement, je remarque aussi une chose, c'est qu'on dit souvent que les jeunes ne s'engagent plus, ce qui est complètement faux. Ils s'engagent il y a des formes d'engagement qui sont peut-être différentes des partis politiques ou des syndicats, mais on remarque dans les lycées ou les universités que l'engagement est bel et bien là. Et on est totalement favorable à ce que cet engagement-là soit valorisé et permette d'ailleurs de le faciliter. On veut élargir l'aide de 200 € pour le BAFA à l'ensemble des jeunes qui voudraient le demander. Enfin, sur la question de l'orientation, aujourd'hui, concrètement, quand un lycéen ou même un étudiant veut s'orienter et réfléchit à ce qu'il veut faire plus tard, c'est quand même le foutoir. C'est très difficile de s'y retrouver. Et par ailleurs, on ne permet pas assez de lycéens de se confronter à l'activité professionnelle réelle, d'aller sur le terrain et de rencontrer un certain nombre de corps de métier, notamment dans les domaines de l'artisanat. En France, on pense trop souvent qu'un bon avocat ne vaut pas autant qu'un bon plombier ou un bon charpentier. C'est complètement faux. On a besoin d'avocats, on a besoin d'artisans. Et donc, important de faire découvrir à nos jeunes les métiers de l'artisanat. Merci beaucoup. Nous passons la parole à Cécile Kuckerman. Oui, bien évidemment, on pourrait dire assez simplement que la jeunesse, c'est l'avenir du monde et que, bien évidemment, une jeunesse maltraitée, c'est inévitablement une société qui, demain, sera malade. Et donc, il faut y apporter toute son attention. Et d'ailleurs, ça ne peut pas être simplement le conseil régional qui agisse en matière de politique jeunesse quand on sait la complémentarité sur tout un certain nombre de champs d'action qui font la vie de la jeunesse, dont il y a besoin, alors bien évidemment avec les autres collectivités territoriales, avec l'État, mais aussi avec l'ensemble du mouvement associatif qui ont un rôle fondamental, y compris parfois à des âges où on le sait toutes et tous pour y être passés, les relations parentales peuvent parfois être un peu plus compliquées, simplement tendues parfois, plus compliquées dans d'autres cas, et que donc finalement ce rapport et cette confrontation avec d'autres adultes dans des situations diverses demeure indispensable. Et donc il y a besoin, y compris, de s'appuyer sur l'ensemble du mouvement associatif dans toute sa diversité et pour permettre de prendre en compte cette question d'une jeunesse, et d'une jeunesse qui, on sait tous et on a tous en tête, a très mal vécu ces derniers mois. Effectivement, je crois qu'à chaque fois qu'on discute avec des lycéens, avec des étudiants, mais aussi avec des jeunes travailleurs, toute cette question de la souffrance mentale ces derniers mois est très forte. Et donc, il y a besoin d'agir. Il y a besoin que la région, y compris, se mobilise pour obtenir les moyens nécessaires dans les lycées et les universités à la rentrée prochaine, mais aussi dans les missions locales, par exemple, pour qu'on puisse avoir des consultations
de psychologues à la hauteur. Et puis, il y a besoin d'agir pour corriger ce pouvoir d'achat, parce qu'on a vu une jeunesse dans l'hyper-précarité. On a vu s'allonger, je crois, de partout, et là, dans tous les territoires, des fils de distribution alimentaire, de solidarité, dont un certain nombre d'entre vous ont agi d'ailleurs pour cela, qui se remplissaient jour après jour de la présence de ces jeunes. Et d'ailleurs, cette crise montre un déséquilibre flagrant, c'est-à-dire que, comme ça vient d'être dit par Grégoire, je crois, on est un peu dans une idéologie où finalement, être jeune, c'est devoir un peu souffrir pour mieux réussir demain. Et ça a sa limite quand on arrive en période de crise. Donc, avoir un petit boulot pour découvrir la vie, c'est une chose. Mais quand ces petits boulots sont les premiers qui sont arrêtés parce que la crise sanitaire l'impose, eh bien, c'est plus simplement faire un effort pour découvrir la vie. C'est pour beaucoup de jeunes, et leurs familles, remettre en cause leur projet d'études, de formation. Donc, on a bien évidemment tout un certain nombre de propositions qui viennent corriger aujourd'hui ces inégalités sociales qui se sont renforcées énormément. Et puis, un mot sur la question de l'orientation, parce que je crois que l'orientation, c'est effectivement, bon, je le dirais comme ça, moi je pense que c'est une aberration que les régions aient récupéré cette compétence de l'orientation, mais maintenant qu'elles l'ont, faisons-la vivre. Je crois que l'orientation, ce n'est pas simplement de la découverte de métiers, c'est aussi tout cet accompagnement à différentes étapes de sa jeunesse pour, là encore, accompagner réellement un projet et donner la possibilité de découvrir, de renoncer. Je discutais avec des formateurs qui disaient, mais le mieux dans une formation, c'est quand on a des gens qui, au bout de quelques mois, nous disent, bien non, finalement, ce n'est pas ça que je veux faire. Et il vaut mieux s'en rendre compte au bout de quelques mois, plutôt que de s'engouffrer dans quelque chose qui, à la fin, aura des conséquences néfastes pour soi-même et bien évidemment pour l'investissement social qui en découle. Et donc, de ce besoin d'orientation et au-delà même de la compétence. Merci, Madame Kuckerman. Et bien évidemment à l'université. Je m'excuse de vous couper, mais le temps est un peu dépassé. Je donne la parole à Célia Delaverne pour la dernière intervention de cette partie. Je crois qu'on a une jeunesse qui est très éprouvée par ce qu'on vient de vivre et qui a vécu, parce que quand on est jeune, on est encore plus au regard de perspectives d'avenir, de confiance, de repères que quand on a quelques années de plus. J'essaye de me rappeler quand j'étais jeune. Nous, on propose d'abord des perspectives de court terme. C'est que dès cet été, on ouvre gratuitement le réseau du TER régional à l'ensemble des jeunes pour qu'ils puissent réouvrir, respirer et essayer de découvrir au fond ce qui est notre région dans l'idée d'une cohésion au niveau régional. Mais après, il faut des perspectives, il faut travailler avec la jeunesse sur le plus long terme. Et là, on a tout un panel de mesures. D'abord, un pass émancipation pour travailler sur les freins tout autour de l'emploi, qui sont ceux de l'accès au logement, qui sont ceux du financement du permis de conduire, qui sont ceux des soins, de l'offre de soins et de l'accès et du financement d'une offre de soins pour les jeunes, qui sont ceux d'un chèque alimentation durable pour les plus modestes, qui d'ailleurs concernera l'ensemble des ménages, un chèque régional alimentation durable qui pourra être mis en place. Il y a l'accès à la culture et au sport, et là on veut doubler le pass région tel qu'il existe aujourd'hui pour les jeunes, de manière à ce que chacun puisse, au fond, être partie prenante de cette société de la culture et du sport. Il y a, ça a été dit, mais ça me paraît essentiel, un ordinateur par lycéen. Aujourd'hui, ça devient un outil de construction de son avenir et d'intégration qui est essentiel. Donc, vous voyez, ce sont d'abord des aides d'émancipation de chaque jeune qui peuvent leur permettre de construire leur propre parcours. Et puis, il y a des aides du bien vivre ensemble pour les jeunes. Et donc, on propose à tous ceux, évidemment, qui voudront, mais de généraliser le service national universel dès 2023 à tous les jeunes de 16 ans, de manière à ce qu'ils fassent société ensemble et qu'ils puissent partager des valeurs et de réintroduire le financement aux associations. Car qui mieux, ce dont on a besoin, ce sont des aides individuelles, mais ce sont aussi, c'est du lien social, qui mieux que les associations peuvent apporter à nos jeunes ce soutien dont ils ont besoin pour passer la période et donc refinancer les associations de lien social et en particulier celles qui s'occupent des jeunes. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Laura pour les dernières questions.
va faire un petit point sur le temps juste avant de conclure, pour terminer. Voilà, donc Madame de Laverne, vous êtes à 15 minutes 27, donc vous êtes largement en retard, donc vous allez avoir la possibilité de parler un petit peu plus longtemps. Monsieur Verrière à 16h56, Madame Kuckerman à 17h01 et Madame Vallaud-Belkacem à 18h07. Je comprends pas. Je comprends pas. Le temps passe plus vite pour moi, c'est pas possible. Ça doit être ça. Alors, merci pour vos réponses donc, sur la thématique de la jeunesse. Exceptionnellement, vu que c'est le dernier temps de parole que vous allez avoir, on a une question assez particulière dans le chat qu'on a décidé de vous poser, qui est assez ouverte et donc, sur laquelle vous allez pouvoir débattre. Donc, je cite, on nous a demandé, du coup, les auditeurs, vous avez tous fait plus ou moins des références au bilan du président actuel, Laurent Wauquiez. Donc, la question est la suivante. Sur quel sujet et comment pourriez-vous faire consensus pour faire face au président actuel de la région et, je cite, le battre aux prochaines élections? Voilà, dans mes membres à nouveau. Mais c'est amusant comme question, c'est un Bonne question. Parce que votre parti pris, c'est de vous dire qu'on va se retrouver tous ensemble au second tour. Absolument aucun parti pris, la question est ouverte. Donc à nouveau, Alors, dans mes sur mains. quel sujet est-ce qu'on pourrait être à peu près d'accord? Je pense que globalement, même si on n'a pas les mêmes réponses, par exemple, le service national universel n'est pas du tout ma réponse, mais globalement, je pense qu'il y a une espèce de consensus sur la nécessité de mieux traiter la jeunesse dans ce territoire, de mieux investir sa compétence jeunesse, à la fois par la formation professionnelle. On a tous, quoique ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes, la formation professionnelle, mais quand même, il y en a beaucoup. On a tous déploré le trop faible nombre de formations pro, à la fois par la question de l'équipement numérique des lycéens. Je pense qu'on est d'accord de ce côté-ci là sur tout ce qui est tarification sociale dans les cantines. Enfin, je pense qu'autour de la jeunesse, on va pouvoir quand même trouver un terrain d'entente. Donc, en fait, de la préparation de l'avenir, mine de rien, c'est pas un petit sujet. En effet, merci. Vaste question. Moi, j'ai l'intime conviction que je partage avec Cécile Kuckerman, les camarades communistes, les socialistes, les écologistes. Je suis membre de Génération, un socle de valeurs et d'idées que nous avons en commun, l'aspiration à l'égalité, l'aspiration à la justice sociale, à la justice climatique, et que bien évidemment, pour battre Laurent Wauquiez, nous serons ensemble, je l'espère, au second tour. C'est la condition de notre victoire. Le premier tour permet d'exprimer nos nuances et permet aux électeurs de faire leur choix et de mettre du coup dans l'urne leurs préférences. Mais dans tous les cas, il y a une urgence à se rassembler derrière, effectivement, pour mettre un terme à cette droite affairiste, à cette droite extrême. Moi, je suis retombé sur des passages de Laurent Wauquiez qui disait son dégoût pour le mariage pour tous, qui disait que ça ne faisait pas partie de son socle de valeurs. Laurent Wauquiez, il flirte bien souvent avec l'extrême droite. Et on ne peut pas, moi je fais partie d'une génération qui voit, qui a comme une épée de Damoclès au-dessus de ses épaules, avec l'urgence climatique et sociale. Et je n'ai pas une seule seconde à l'idée de baisser la tête et de laisser Laurent Wauquiez faire un second mandat. L'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième région de France. Et bien évidemment, alors on ne résoudra pas tous les problèmes du monde quand on gagnera la région, mais en tout cas, parce que c'est la deuxième région de France, on a de l'affluence, bien évidemment. Et si on peut faire de l'Auvergne-Rhône-Alpes une région exemplaire en matière de transition écologique et sociale, c'est impératif et ça permettra également de créer une dynamique nationale qui nous permettra de respecter les accords de Paris et de transformer, de changer la vie des gens, tout simplement. Tu as dépassé ton temps et tu n'as pas répondu à la question. C'est bon pour le temps. Madame Kuckerman. Excusez-moi peut-être d'apparaître désagréable, mais je trouve cette question dangereuse parce qu'il ne faudrait pas faire croire ici que simplement des listes se rassembleraient pour battre Laurent Wauquiez. Je crois qu'en tout cas, moi j'ai un profond désaccord avec la politique gouvernementale qui est en partie responsable de la situation justement de cette jeunesse. Et donc il n'y aura pas le rassemblement des
4 listes présentes ici ce soir au second tour, parce que simplement battre quelqu'un sans avoir un projet partagé et qui incarne et qui ancre des valeurs profondément de gauche qui sont celles de la justice sociale, de la justice climatique, serait finalement mentir aux électrices et aux électeurs. Et donc, je crois qu'au contraire, on a besoin effectivement de porter ces propositions, de les confronter, d'agir, et je l'ai dit avec mes mots tout à l'heure, pour répondre aux aspirations de notre jeunesse, mieux l'impliquer, avoir à la fois des champs qui permettent la gratuité, parce que ce n'est pas... oui, il y a besoin de gratuité pour permettre à tous les jeunes, quelle que soit leur situation sociale et territoriale, de bien vivre dans notre région. Et quand j'habite dans un village, je n'ai pas la même vie que quand j'habite dans un centre-ville. Et quand je suis issue d'une famille populaire, je n'ai pas la même vie que quand je suis issue d'une catégorie socio-professionnelle supérieure. Et cela se remélange que j'habite en ville ou à la campagne. Donc je crois qu'on a besoin d'avoir ça en tout cas comme marqueur et comme objectif. En tout cas, telle est mon ambition. Merci. Merci. D'abord, je crois que dans le débat, il y a un certain nombre, on l'a vu, de propositions qui sont communes à plusieurs candidats. Donc, ça veut dire, sur les actions que nous proposons, qu'il y a matière à se retrouver. Sur les valeurs, moi, je perçois certaines valeurs communes, et je voudrais dire d'ailleurs à Mme Kuckerman que personne n'a l'apanage de la justice sociale ni de la justice environnementale, et que nous avons, et moi, au fond de mes convictions, des vraies convictions ancrées de justice sociale et d'écologie depuis toujours, et que le regroupement politique auquel j'appartiens construit un projet qui concilie ces valeurs avec des valeurs de développement économique, de création de valeur, qui sont, dont nous pourrions débattre longuement, je suis sûre, autour de cette table. Donc, je crois qu'on est au premier tour d'une élection. On a des projets politiques à confronter, des points de convergence, des points de divergence. Quand viendra le deuxième tour, peut-être qu'il y aura des mains tendues, je ne sais pas, nous ne connaissons pas encore le résultat des élections, et je ne suis pas en mesure, puisqu'il appartient à notre tête de liste, d'ailleurs, de dire quoi que ce soit. Il a été assez clair, la liste du second tour sera celle du premier tour. Un petit mot pour finir. À mon avis, si vous aviez voulu voir Laurent Wauquiez ou un de ses représentants, vous auriez pu faire une 4e table ronde sur la sécurité. J'ai envie de vous dire que j'aurais bien aimé en débattre, en fait, parce que ça fait partie du pacte de pouvoir de vivre, en quelque sorte, la capacité à permettre notre sécurité, et que je ne suis pas si sûre que cette thématique sur laquelle il surfe tout seul, on n'est pas à bout d'ailleurs aussi des choses à dire avec une approche autour du civisme, avec une approche autour du bien vivre ensemble et de la cohésion. Donc j'invite peut-être les organisateurs, mais de manière très constructive, à ne pas hésiter à mettre certains sujets qui permettraient d'élargir le débat pour les prochaines fois. Alors je vous remercie beaucoup pour cet échange très constructif. C'est certain. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc je vais laisser la parole à Alain et Frédéric pour commencer la conclusion de ce temps. Merci. Donc, le plaisir de commencer une conclusion. Et surtout, le moment des merci à tous et à toutes, qui est toujours un moment très agréable. Donc, vraiment, très sincèrement, on remercie les candidats et candidates et représentants des listes de leur présence. Vraiment, c'était un moment de démocratie, et ça, c'est important, c'est intéressant, c'est motivant. Motivant pourquoi? Pour aller voter. Hein? Donc, bien se rappeler que ce temps partagé, c'est aussi une incitation à la vie démocratique et donc au vote. Et un très grand merci aussi à tous ceux qui se sont, et toutes celles évidemment, qui se sont connectés pour suivre cet événement. Donc, vous avez bien vu qu'il y avait eu quelques petits soucis techniques, mais on remercie de part et d'autre de l'écran, on remercie tous ceux qui l'ont supporté au sens de la patience et de notre côté de l'anxiété qu'il y a eu par moment. Donc, merci véritablement.
encore une fois. Et un rappel sur le pacte de pouvoir de vivre avant de redonner la parole à Christophe Robert. Donc, pour ceux qui souhaitent, nous aurons les possibilités d'avoir un enregistrement de ce temps partagé. Donc, sans doute, le plus simple sera de suivre la page Facebook du pacte de pouvoir de vivre qui donnera toutes les modalités techniques pour disposer de cet enregistrement. Et puis, redire, avec finalement l'appel que vous avez fait, pourquoi pas continuer. En tous les cas, nous continuons, nous inscrivons notre action dans la durée. Et après avoir interpellé les candidats, nous reviendrons vers les élus, poursuivre les actions et engagements. Et on a bien entendu que vous nous disiez pourquoi pas aussi redébattre sur certains sujets. Une conclusion, toutes nos excuses à ceux et celles qui ont posé des questions dans le chat et qui n'ont pas vu leurs questions retenues. Alors, vous avez vu déjà que certaines avaient tendance à un petit peu plus développer les réponses, donc on manquait de temps, bien évidemment. Alors, à la fin, c'est certain. C'est l'inclusif, mais c'est aussi le constat qui a été partagé. Hein. Donc, en tous les cas, on y voit de la passion au fait de dépasser le temps. Globalement, vous avez quand même été pas mauvais, hein, parce que c'est facile de dépasser, vous êtes contrôlés quand même. Donc, les questions qui ont été posées, pardon pour ces non-réponses qui n'ont évidemment pas été volontaires, mais liées à l'exercice de style, et en particulier, parce que c'est l'occasion d'en parler devant vous, les questions qui tournaient autour de la Convention citoyenne régionale, qui serait là aussi un développement à faire et qu'on n'a pas eu le temps de faire et qui était un petit peu à côté des thématiques qu'on approchait ce soir. Donc, encore une fois, un grand merci à tous, en espérant que M. Christophe Robert est prêt à intervenir. Mais oui, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, écoutez, je vais faire très court, on m'a demandé de suivre attentivement ces échanges et puis de conclure en quelques minutes. Remercier déjà le Pacte du pouvoir de vivre Aura, parce que je trouve que ces débats ont été très intéressants, ces échanges très riches. Remercier sincèrement candidates et candidats, parce que c'est comme ça qu'on fait vivre la démocratie. Je pense que c'est essentiel pour éclairer le choix des électeurs. Je pense que c'est indispensable que les candidats, les décideurs politiques la fassent vivre au quotidien, cette démocratie. Alors, pendant le temps des élections, mais pas seulement, mais aussi pendant le temps des élections, et puis considèrent à leur juste place cette société civile organisée qui est rassemblée aujourd'hui avec ce pacte du pouvoir de vivre. Et de ce point de vue-là, l'absence du candidat sortant, de mon point de vue, est un bien mauvais signal. Voilà, je crois qu'il faut le dire. J'ai trouvé qu'on avait eu des échanges riches, malgré le temps limité, et surtout des échanges assez précis, avec des propositions précises. Ça me semble aussi essentiel, parce que si on veut contrer la défiance à l'égard du politique, pour faire vite, des décideurs politiques, il faut que ça soit précis. On ne peut pas être dans des grandes lignes où on s'accorde sur les grands mots, les thématiques générales. On ressent, nous, en tout cas, pacte du pouvoir de vivre, auprès des personnes que l'on accompagne, que l'on aide, les militants, les salariés, les bénévoles, ce souci d'avoir des choses précises à mener, à proposer et ensuite, évidemment, à suivre dans le temps. Donc, de ce point de vue-là, il me semble que le débat était tout à fait riche et précis, j'insiste beaucoup, et aussi très bien ciblé sur les compétences régionales. Et c'est aussi ça qui fait le sujet. C'est-à-dire que quand on vous entend, et bien sûr, quand on regarde quelles sont les compétences des régions, on s'aperçoit qu'il y a des leviers considérables pour faire changer la donne sur les questions sociales, sur les questions territoriales, sur les questions écologiques et démocratiques. Donc, il faut prendre à leur juste mesure, mais à toute l'ampleur, en fait, de ce qu'on est capable de faire quand on est maire d'une commune, quand on est président d'une association, quand on est président d'un conseil régional. Donc, à travers ce débat, on voit tout ce qui est possible de faire. Et là aussi, je tiens à vous remercier sur cette précision et la mise en perspective des leviers qui relèvent des compétences de la région. J'ajouterai un point en disant que, au-delà de ce temps démocratique, aussi nécessaire soit-il et
importants, comme nous venons de l'avoir et qui vont se prolonger évidemment, il faudrait des indicateurs aussi de suivi. Ça a été dit par certains, certaines à certains moments, hein, c'est-à-dire que on ne peut plus naviguer à vue, on ne peut plus naviguer au gré de certains lobbies ou de contraintes à un moment qui arriveraient de je ne sais où. Non, à partir du moment où on définit collectivement des éléments comme étant fondamentaux, déterminants pour la vie de nos concitoyens, déterminants pour la planète, déterminants pour le vivre ensemble, on ne doit plus tergiverser, on ne doit plus dévier la trajectoire. Alors, il peut se passer des choses, mais dans ce cas-là, discutons-en, y compris avec la société civile organisée, pour comprendre comment un événement, par exemple comme le Covid, va modifier quelque peu. Mais au fin du fin, il faut atteindre les objectifs que l'on se donne, il faut remplir les obligations que l'on a fixées à l'occasion de ces échéances. Donc, il me semble qu'il y aurait un travail à faire sur des indicateurs de suivi de ce qui a été présenté là. Je voudrais aussi insister sur un autre point. Il m'a semblé avoir peut-être plus de différences dans les propos, mais encore le temps était limité, donc ce n'est pas une attaque de ma part, sur les conditionnalités. Nous pensons, avec le pacte du pouvoir de vivre, qu'on ne peut plus faire comme avant, qu'on ne peut plus gâcher les deniers publics. Et donc, qu'il faut impérativement changer d'échelle en matière d'usage, d'utilisation de ces ressources de la collectivité. Et donc, ça nous paraît essentiel d'être encore plus précis, encore plus ambitieux, peut-être encore plus ciblé, en tout cas de notre point de vue, par exemple sur les plus précaires d'une part, et bien sûr les transitions écologiques qui s'imposent à nous d'autre part. Je crois qu'on peut faire beaucoup mieux en la matière, beaucoup mieux que ce qu'on a vécu ces dernières années, ces dernières décennies. Il y a eu beaucoup de gâchis de deniers publics. En tout cas, ils n'ont pas été mis au service de ces transitions qui s'imposent à nous et je crois qu'ils sont partagés par tous ceux qui sont présents ici et sans doute beaucoup plus largement qu'on le pense à l'échelle de la société dans son ensemble. Donc, aller plus loin, peut-être même aller plus loin aussi sur la question fiscale. Il nous semble qu'il va falloir se doter de moyens supplémentaires aussi. Il peut y avoir des fiscalités qui se pointent à l'échelle locale aussi. Donc, il y a des choses à envisager. L'utilisation de cette fiscalité, plus de solidarité, il y a là, me semble-t-il, des points à creuser. Et puis, pour ne pas faire long, parce qu'il faut s'arrêter avant 20h30, c'était la consigne, je vous invite à aller sur le site du Pacte du pouvoir de vivre, dans la première page, la home page. Vous trouverez les propositions à l'échelle nationale du pacte de pouvoir de vivre pour une région du pouvoir de vivre. Elles sont déclinées par thématique en fonction des compétences. Je vous invite à les regarder, à les faire connaître et peut-être confronter les programmes des différentes candidatures pour la région Aura et voir quels sont les écarts qu'il peut y avoir entre ces ambitions que nous avons collectivement, à partir de nos voleurs communes et de notre expérience de terrain, notre expertise de terrain du quotidien mis en forme pour mesurer ces écarts et peut-être prolonger ces échanges jusqu'aux échéances du premier tour de cette élection régionale. Et puis, enfin, un petit mot sur les départementales aussi. Ça a été dit à un moment dans vos échanges, cette connexion, elle est essentielle, évidemment, sur les compétences sociales, mais pas seulement. En tout cas, un grand merci pour la qualité de ces échanges. Nous, on croit beaucoup aux politiques, je voulais aussi vous le dire. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Ça, on va s'en sortir en se mobilisant chacun à notre niveau de citoyen, notre niveau de syndicat, d'association, de fondation, de mutuelle. Mais on sait aussi qu'il faut des régulations. On sait aussi que le partage, il ne va pas de soi. On sait aussi que la fraternité, elle n'est pas toujours spontanée et qu'elle repose sur des valeurs qui doivent être portées par des responsables politiques là où ils sont, en fonction de leur rôle de décideur politique. Donc, c'est aussi un message d'encouragement du pacte du pouvoir de vivre à faire autrement avec nous. Merci de votre attention. Donc, ce débat est terminé. On vous remercie tous de votre présence et de votre implication. Et donc, merci à tous. Voilà. Au revoir.